sur la plateforme, donc, même droit que vous, un droit administrateur. Donc l'URL, c'est effectivement e-learning.freeformation.fr pour les administrateurs, pour les apprenants. C'est la même URL. On se connecte. Alors moi je vais me connecter sur l'environnement d'administration, la plateforme Online Manager, plateforme qui est découpée en 4 parties. Vous avez à la connexion votre tableau de bord qui reprend des informations. Ici vous avez le nombre de modules de formation disponibles. Vous avez accès à un catalogue de formations. Les formations sont découpées en modules. Sur le tableau de bord, en fait, on affiche le nombre total de modules disponibles dans le catalogue. Nombre d'usagers actuellement en ligne, pour l'instant il n'y en a pas encore. Le nombre d'usagers inscrits cette semaine, il y en a eu 1. Nombre d'usagers actifs cette semaine, il n'y en a pas. Par usager actif, on entend les usagers qui se sont connectés sur leur environnement de formation. Alors, je vais vous montrer sur une plateforme en activité. Vous voyez à quoi peuvent ressembler les différents chiffres. Voilà, là je vous montre sur une autre plateforme. Alors il y a moins de modules, peu importe. Le principe ne change pas. Nombre d'usagers actuellement en ligne, nombre d'usagers inscrits cette semaine, nombre d'usagers actifs cette semaine. Ok. En bas, vous allez sur ce graphique voir les modules suivis sur la dernière semaine. C'est-à-dire qu'on est à droite jeudi 18 mars, et en fait, on va remonter de vendredi 12, vendredi dernier, jusqu'à aujourd'hui. On va voir en survol de chacune des journées le nombre de modules et d'évaluations qui ont été ouverts par les apprenants. À droite, top 5 des modules les plus suivis. Bon, c'est un top 5, c'est classique, c'est calculé automatiquement. Et en bas, vous avez des statistiques d'activité, le nombre de modules suivis par les apprenants sur le nombre de modules affectés. Même chose pour les évaluations. Et le nombre d'usagers en bas à droite qui ont commencé voire terminer leur formation sur le nombre total d'usagers inscrits. Pour aller dans le détail de savoir qui a suivi quoi, quand, etc., on ira plus volontiers dans le menu de reporting à droite sur fond bleu, où vous pourrez avoir l'accès aux ressources suivies par type de ressources, donc les évaluations ou les formations, dans ce qui vous intéresse pour l'instant. On va regarder avec des exemples dans cette plateforme, évaluation, on clique, suivi, on clique, différents détails ici, alors moi je vais m'attacher aux 2 premiers, voir les résultats des évaluations pré ou post par usager. C'est-à-dire que les évaluations, elles peuvent être affectées selon 2 modalités, en positionnement initial, donc avant une formation, en positionnement final, après une formation. Donc, on évalue la personne qui veut se former chez vous, qui dit, moi ce qui m'intéresse c'est de faire par exemple le pack office, parce que j'en ai besoin dans mon activité. L'apprenant, on lui affecte les formations qui montent en compétences en suivant les différents modules de formation. Il monte en compétences, donc on va pouvoir vérifier ses acquis de formation en lui reproposant les évaluations en post-formation. Et en principe, l'apprenant aura de meilleurs résultats en post qu'en pré. Donc classiquement, voilà ces 3 étapes, positionnement initial, formation, évaluation, post-formation. En termes de reporting, on aura donc l'accès aux résultats des évaluations et puis au suivi de formation. D'accord. Alors, on va faire dans l'ordre, évaluation, suivi, pré-formation par usager. Là, vous allez trouver un bandeau alphabétique avec les initiales des noms des usagers correspondants. Donc si on cherche dans les B, voilà, il y en a, dans les C, il y en a. Les lettres qui restent en blanc, il n'y a pas d'usager dedans. Donc par défaut, vous serez sur la lettre A. Le cas échéant, on vous dira aucun usager commençant par la lettre A n'a été trouvé. On va prendre le compte ici de Sandra Cambazard. On clique sur son nom, vous allez trouver les différentes évaluations réalisées. Alors c'est des comptes formateurs chez nous, c'est une plateforme où les formateurs testent les ressources. Ce qui m'intéresse, c'est de vous montrer Outlook. Et Outlook, alors il n'y a qu'une évaluation dans Outlook. Qu'est-ce qu'on trouve dans les résultats d'évaluation? La date de réalisation, le temps mis pour répondre, le score obtenu. Donc ici, par exemple, Sandra, elle a obtenu 93% sur une évaluation de positionnement. Ok. Dans le détail, alors on peut avoir des détails sur certaines évaluations, c'est le cas en bureautique, c'est le cas en savoir de base français mathématiques, par exemple. Une évaluation, c'est une série de questions. Ok, ici il y a 45 questions. Les questions sont, on va poser des questions sur des domaines de formation, sur des compétences. Ici, on pose des questions sur les modules de formation. Donc pour le module prise en main, on a posé 5 questions à l'apprenant, pour le coup, elle a obtenu 100% de réussite. Pour la réception de messages, 80%, et ainsi de suite. Donc ça vous permet de voir, éventuellement de déduire une affectation de formation en fonction du résultat obtenu par l'apprenant. À 93% de réussite sur un test de positionnement, c'est peut-être pas utile d'affecter la formation à l'apprenant. Elle semble maîtriser ces notions-là. D'accord. On pourrait trouver, alors oui, mon exemple tombe bien, mais pour le coup c'est quand même pas de bol. Valérie, elle a fait utiliser un ordinateur. Alors voilà, là c'est déjà un peu moins performant, 67%, à peu près le même principe. Donc ça peut être intéressant de lui affecter la formation, utiliser son ordinateur, on est dans le clé A3, là on est dans la formation clé. Ça peut justifier effectivement une formation. On aura les mêmes résultats pour les évaluations post-formation. Donc si on reprend Sandra, on va prendre Windows 10, peu importe. Le principe est le même, si ce n'est qu'on va afficher les résultats post-formation en vert, les pré-formations sont en bleu. Donc elle a fait la post en Windows 10, 86% de réussite. On va juste vérifier si elle avait fait la pré. Ça me donnera un autre exemple à regarder. Oui, non, ça a été éliminé. Passons. Résultat des évaluations pré ou post-formation par usager. Vous avez le détail, vous pouvez analyser si ça vaut le coup d'affecter la formation à l'issue des résultats pré-formation. Et puis à l'issue de sa formation, si vous lui avez affecté l'évaluation post-formation, vous pourrez consulter les résultats obtenus.
Pour le suivi de formation, le principe est le même, formation suivie par usager. Donc là, on va afficher pour les différents usagers un premier niveau d'information. On va prendre avec le compte de Mathieu David cette fois. Vous avez les thématiques de formation, base info, Microsoft Office, Windows. Chaque thématique contient des formations, premier pas, Excel, Outlook, PowerPoint, Windows 10. Pour chaque formation suivie, vous avez le taux de suivi en pourcentage, ainsi que la durée. Pour 0% 1h21, ça veut dire qu'il n'est pas allé très loin sur sa formation. Ça, c'est ramené par thématique, et c'est ramené au final pour l'usager. Donc l'usager Mathieu David cumule 11 heures de suivi de formation pour 0,62%, c'est bien 0,62% de suivi. Pour aller plus loin dans le détail, on va cliquer sur le nom de l'usager. Et là, sur l'écran qui va s'afficher, on va voir les formations qu'on lui a affectées. Donc il a plus de formations affectées que de suivi. On voit qu'il a les tutoriels vidéo, qu'il a de la TRE, de la formation Windows vidéo également. Pour les formations suivies, vous voyez sur le pack Office, ici ça correspond au pack Office intégral, Word 5h46, on retrouve les heures de suivi. Et si on clique sur la formation, on va avoir le détail cette fois par module. Je vous ai dit, les formations sont découpées en modules. Voilà les modules de la formation Word 2016 intégrale pour le coup. Pour chaque module, on va voir le nombre de fois où l'apprenant s'est connecté, la date de dernière connexion, sa progression dans le module, et puis la colonne score. Alors ça va dépendre des ressources. Vous avez des modules de formation qui intègrent un quiz, et pour lequel le score au quiz est restitué. C'est le cas en bureautique pour la plupart des modules. Donc s'il n'y a pas de quiz, de score en module bureautique, c'est simplement qu'il n'a pas fait de quiz d'entraînement. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre en corrélation ici? Ce qui va être intéressant, c'est de voir le nombre de connexions, l'état d'avancement et la durée. On peut également afficher, en cliquant dessus, les dates et heures de connexion. Si vous cliquez sur chacune des connexions, sur le nombre de connexions, vous aurez le détail des heures de connexion. Quand on met ça en corrélation, alors je vais prendre ce module-là, on va prendre ces deux modules. Le module symbole caractère, 40% d'avancement, 36 minutes. Pour autant, il a fait le quiz d'entraînement. C'est-à-dire qu'il a fait le quiz alors qu'il n'a pas terminé le module. Bon, c'est pas très logique, mais c'est possible quand même. On n'a pas bloqué par rapport à ça. Je me fais pas de soucis, s'il a eu 100% sur le quiz, il arrivera assez facilement à faire le reste de sa formation. Celui du dessus est un peu plus intéressant, 1h22 de suivi, 44% d'avancement. En moyenne, je pense que mon collègue vous avait envoyé les détails des formations. Si on prend le catalogue général, je veux dire en moyenne, sur l'ensemble des 3600 modules, pour un public qui ne maîtrise pas les notions abordées dans chacune des formations, donc dans chacun des modules, donc à un niveau vraiment, je découvre en fait Word par exemple, un apprenant va passer facilement entre 45 et 60 minutes par module. Mais pour un public qui ne maîtrise pas la notion. Quelqu'un qui est un formateur bureautique, sur le module pour commencer, il va voir à quoi ça ressemble, il dit bon, c'est bon, je vais pas suivre, je vais passer 10 minutes à tout casser. Là, ce qui est intéressant dans cet exemple, c'est de passer plus d'une heure sur un module et d'en être à peine à la moitié, à peine. Voilà ce qui peut interpeller entre guillemets en disant, peut-être que l'apprenant a des difficultés dans cette ressource. Ça peut être intéressant de voir si c'est le cas, ou simplement il prend vraiment le temps d'assimiler les notions, de revenir en arrière pour refaire peut-être plusieurs fois de suite. Donc ça, on peut pas le déterminer, mais ce type de retour, 1h22, 44%, moi ça m'interpelle. Même chose un peu plus bas, 1h08, 29%, on est sur les en-tête et pieds de page, ça peut interpeller. Le menu de reporting vous permet également d'éditer des attestations. Attestation de temps de suivi, attestation de certificat de réalisation par exemple. On va reprendre le compte de Sandra. On clique sur le nom d'un usager. Et puis vous pouvez éditer ici l'attestation de formation qui va reprendre les différentes formations suivies. Alors quand je vous dis la plateforme en activité, pour le coup c'est des conformateurs chez nous, ils testent beaucoup de choses, mais la plupart du temps on n'affecte pas tout ça à un apprenant. On a plutôt une ou deux formations, voire le pack Office, pourquoi pas. Sur l'attestation, on peut décider de faire figurer uniquement les formations que vous allez cocher par rapport aux formations suivies. Donc on peut prendre le pack Office, par exemple, je vais prendre Word et Excel uniquement, et on va cliquer en bas sur le bouton éditer. L'attestation, le certificat de réalisation va s'afficher, je sous-signais, nom, prénom, fonction du responsable, atteste que l'apprenant a suivi les formations, la thématique, date de début de suivi, date de fin de suivi. Et ensuite, les formations sélectionnées par thématique. Donc on peut avoir plusieurs thématiques, plusieurs formations. Durée totale de la formation pour ce qui a été sélectionné. Et dans le pied de page, vous allez retrouver le logo et les coordonnées. Alors, logo et coordonnées qui sont personnalisables. Je ne sais pas si vous l'avez déjà fait, en fait, c'est quasiment la première étape à faire. Je vais revenir sur votre plateforme à vous pour aller dans le menu de gestion à gauche, la troisième partie de la plateforme. Dans le menu de gestion, vous avez effectivement des options de paramétrage. Ce qui m'intéresse de vous montrer, c'est la première, gérer les coordonnées. Alors, c'est fait pour partie. Gérer les coordonnées, vous allez trouver la raison sociale, nom, prénom, fonction du responsable, adresse, code postal, ville. Donc ça, c'est des informations obligatoires. Les champs obligatoires sont suivis d'un astérisque. Le reste est facultatif. Première étape, quand vous vous reconnecterez, c'est d'aller compléter ces informations. Bon, je vais apporter une précision quand même. Ces informations-là, vous l'avez compris, apparaîtront sur les attestations de formation. Ça apparaîtra également à un deuxième endroit sur la plateforme, dans les mails de notification. C'est-à-dire que quand on crée par exemple des comptes usagers, on peut notifier ces usagers, leur envoyer au travers de la plateforme un mail avec leur code d'accès, pour qu'ils sachent avec quelles informations se connecter. Donc dans le mail de notification de création d'un usager, vous allez trouver bonjour monsieur et madame,
votre formateur vous inscrit sur la plateforme, voici les informations pour vous connecter, identifiant, mot de passe, lien d'accès à la plateforme. Et dans le pied de page du mail, on retrouvera le logo et les coordonnées. Alors je vais tout de suite faire le lien avec la dernière partie, c'est le bandeau supérieur sur la plateforme. Vous avez le nom-prénom du gestionnaire connecté, et puis dans votre cas, vous avez la possibilité d'accéder à ce qu'on appelle des structures. Alors là, je ne sais pas si la structure va correspondre aux différents comptes clients que vous souhaitez référencer. Ici, il y a une structure, Free Formation. C'est là, a priori, où il y a eu un compte usager inscrit. Vous voulez, est indépendante. C'est-à-dire que, on va faire un exemple. Si je reviens sur Freedom Portage ici, menu administration, je peux créer une structure. Martin Formation. Voilà, je me lance dans la formation, j'ai appelé mon organisme Antoine Martin Formation. Ok, je valide. La structure est créée. Donc j'ai maintenant une deuxième structure. Ah, c'est parfait ça. D'accord. Alors, petite précision, quand on crée une structure, si on clique dessus après, c'est une structure c'est une coquille vide. C'est une structure qui est vide de tout contenu. Vous voyez, 0 module disponible. Donc il y aura une manipulation à faire, soit depuis le compte Freedom par exemple, ce serait de dire, on va, pour les formations et les évaluations, donc vous avez 3692 modules, vous pouvez ici visualiser les formations. Oui, on lui alloue, chaque structure, on peut lui allouer toutes les formations, tout ou partie. Tout ou partie, effectivement, du catalogue de formation. Donc pour attribuer ça, il faudra, une fois que la structure est créée, aller ici déployer, ce qu'on appelle déployer des formations, en disant, alors soit vous prenez tout, c'est un peu fait pour, soit vous dites, on sait que tiens, Antoine Martin Formation, il va plutôt faire uniquement des langues, le reste, ça l'intéresse pas, donc on va pouvoir prendre ici, moi je vais prendre l'anglais, donc je sélectionne ma ou mes formations qui m'intéressent, ok, et je vais déployer ici les formations, en allant choisir dans quelle structure je déploie ces ressources. Alors si ça a déjà été déployé, ça fait pas doublon, c'est pas un problème, mais je cible uniquement ma structure, je déploie, le déploiement a été réalisé. Si maintenant je reviens à nouveau dans ma structure Antoine Martin Formation, j'ai 289 modules à disposition, et au niveau des alertes, voilà, il y a un dernier élément dans le tableau de bord, le catalogue de formation me précise que voilà les formations maintenant disponibles dans le catalogue. Ces alertes-là, elles vont rester affichées pendant 2 semaines, ça laisse le temps aux formateurs, aux gestionnaires d'en prendre connaissance. On va faire la même chose, du coup je l'ai fait pour les formations, donc si je visualise dans ma structure les formations, je n'ai que les formations déployées. Ok. On fait la même chose pour les évaluations au final. Déployer des évaluations, vous avez un catalogue d'évaluations, réflexe, moi j'ai pris que de l'anglais, donc je ne déploie que l'anglais. Hop, déployer, le déploiement est réalisé. Même chose dans les alertes, les évaluations sont maintenant disponibles, et je n'ai que les évaluations en anglais. Donc les étapes, c'est quoi? C'est si vous devez personnaliser pour les clients, par défaut, donc je reviens dans ma structure Antoine Martin, en termes de paramétrage, si je n'ai rien fait de plus, je retrouve par défaut le paramétrage du compte supérieur. Et donc on est d'accord que là, il serait intéressant de mettre comme nom de responsable Antoine Martin. Ouais. Alors après, c'est pas forcément une raison sociale dans notre cas, parce que la raison sociale, ça restera Freedom Portage. On peut laisser Freedom. Non mais voilà, c'est pas un problème, mais c'est juste pour comprendre bien que Ouais. Le fonctionnement, c'est ça. À partir d'un compte supérieur, vous créez des structures. Chaque structure est indépendante. En tant qu'administrateur, vous pouvez, parce que vous avez le droit de le faire, accéder au paramétrage de cette structure. Vous avez pu déployer les ressources dans la structure. Ce sera peut-être à vous de faire effectivement la personnalisation. Et donc maintenant, il faudrait que je crée aussi Antoine Martin dans la structure Antoine Martin. Il faudrait que je le crée comme gestionnaire de la structure maintenant. Exact, très bien. Donc c'est l'étape suivante, parfait. Gestionnaire. On va gérer les gestionnaires. Donc si on les liste, pour l'instant il n'y en a pas, d'accord. Si on fait la même chose au niveau de Freedom Portage, mais a priori vous l'aviez fait, là on a différents comptes. Donc moi je me suis recréé un compte pour cette démo, mais on va faire l'exemple dans la structure qu'on a créée. Antoine Martin Formation, donc on va bien créer un gestionnaire ici. On va mettre un identifiant, c'est libre, ça peut être l'adresse mail, ça peut être c'est ce que vous voulez. Téléphone facultatif, portable facultatif, email facultatif, on peut le renseigner bien évidemment. Droit d'accès aux plateformes. À quelle plateforme le gestionnaire a accès? Online Manager, il y en a une, il faut la sélectionner. Là sur la compte usager, on peut passer au besoin. Gestion de droits. Alors c'est là où on va pouvoir donner des droits au gestionnaire. Alors, il y a des profils par défaut, on peut définir des droits de gestion personnalisés. On va peut-être pas lui donner le droit d'administration. Je ne sais pas en fait si vous donnez le droit administrateur comme vous l'avez vous. Le cas échéant, il faudrait mettre ce profil à disposition de la structure. Je vais faire comme ça pour l'instant. Je vais déjà valider. Ah, d'accord. Bon, petite erreur. On recommence. On va déjà valider comme ça. Alors, je vais revenir sur votre compte à vous, Freedom Portage. Quand on liste les gestionnaires, vous avez à droite, dans le listing, vous avez la notion de profil. C'est les profils de droit. Le profil administrateur qui a été mis à votre disposition,
ça vous donne accès dans les menus de gestion et de reporting à l'ensemble des fonctionnalités. Vous avez la main au niveau Freedom, mais au niveau des structures par défaut, pour créer vos propres profils. Un profil de droit, donc je vous crée un exemple, formateur. Si on fait le profil formateur, je vais vous placer dans le cas classique, on va paramétrer les droits du profil formateur. Ce profil, il sera attribué au final à un ou des gestionnaires, soit chez vous, soit éventuellement chez les clients. On va paramétrer le profil en sélectionnant les différents droits en gestion et en reporting qu'on autorise aux gestionnaires qui auront le profil formateur. Alors classiquement, pour un client centre de formation, le formateur, il a tous les droits, moins. Alors je ne vais pas mettre la gestion des structures, ce n'est pas le rôle d'un formateur, je vais retirer le paramétrage. Ce n'est pas le rôle d'un formateur d'aller faire du paramétrage sur un environnement. Moins les gestionnaires, ce n'est pas le rôle a priori d'un formateur d'aller faire la création d'autres gestionnaires, c'est plus un rôle administratif. Au niveau des usagers, après, ça dépend des clients. Il y a des clients qui disent, si, c'est les formateurs qui vont travailler avec leurs stagiaires, donc c'est eux qui vont les créer. Il y a des clients qui disent, non, les formateurs, ils vont accompagner, mais c'est de l'administratif pour la création d'usagers. Donc là, c'est selon la sensibilité des différents clients. Je vais juste faire ça par défaut, on peut retirer ça, pourquoi pas. Et puis éventuellement, les attestations, c'est pas le formateur qui les édite. Voilà. On valide, le profil a été créé. Donc vous avez pour l'instant 2 profils disponibles au niveau Freedom Portage. Ça veut dire que si on crée un gestionnaire au niveau Freedom Portage, on pourra lui attribuer le profil administrateur que vous avez déjà, et éventuellement le profil formateur. Jusque-là, ça marche. Les profils, vous pouvez, si vous le souhaitez, les mettre à disposition des différentes structures. C'est-à-dire que vous pouvez, comme les formations et les évaluations, déployer des profils de droit. Donc si on déploie, on va prendre les deux, administrateur et formateur, on va les déployer dans la structure Antoine Martin Formation. Le profil est créé une fois et il est mis à disposition des structures pour pouvoir être utilisé dans la structure. Je reviens dans la structure Antoine Martin. Si je modifie le compte que j'ai créé, que j'ai mis un profil tuteur, je préfère mettre un profil que j'ai créé. Cette fois, je peux bien lui attribuer l'un ou l'autre des profils qui ont été déployés. Voilà. Donc peut-être qu'il faudrait créer un profil client, entre guillemets, administrateur client ou administration, je ne sais pas comment vous l'appelez, si ensuite vous êtes amené à créer des gestionnaires dans les structures des clients. Si vous ne souhaitez pas, par exemple, qu'ils aient accès au paramétrage, en tout cas la gestion des coordonnées, si c'est vous qui le faites pour eux, ça peut être aussi un service, ça peut être intéressant de créer un profil à cet effet au niveau Freedom Portage, vous mettez les droits qui vont bien, peut-être moins le paramétrage des coordonnées, vous déployez le profil ensuite dans la structure du client. Comme ça, avec votre compte à vous, vous personnalisez les coordonnées du client, et si lui se connecte, il n'aura pas accès à ce menu-là. D'accord. Ok. Alors, nous, encore une fois, on a, comme vous l'avez compris, un profil pour le moment assez administratif. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir le process le plus clair et le plus qui génère le moins de bugs ou le moins d'incompréhension possible vis-à-vis de notre premier formateur, mais aussi potentiellement des formateurs qui vont suivre. Et aussi de l'accorder avec l'EDOF, avec la plateforme mes formations. Si on essaye de aujourd'hui pour être le plus opérationnel dès demain, voilà. Oui. Aujourd'hui, on a notre formateur, il a des apprenants qui sont prêts à acheter des formations par le CPF. Donc, si on décrivait un petit peu ce process ensemble, même si je pense qu'on est à peu près au clair. Donc, étape 1, l'apprenant va sur mesformations.fr, il achète base informatique. Voilà. Oui. Nous, on n'a pas encore créé le formateur. Donc, on lui crée une structure. Donc, ça, on vient de le voir. Ensuite, on lui crée un profil gestionnaire dans lequel on lui crée un profil. Donc là, on a appelé ça formateur. Donc, lui reçoit ses codes et mots de passe. Donc, maintenant, notre formateur peut se loguer. Qu'est-ce que lui, maintenant, a à faire pour que son apprenant puisse commencer à faire sa formation? Eh ben, il faut créer l'apprenant et lui affecter la formation choisie. Alors, pour ça, on fait usager. Oui. Créer. Tiens, vous allez me guider parce que du coup, vous savez faire, en fait. Ouais. Donc là, on met un nom, tout ça. On lui crée un identifiant mot de passe. Vous faites les menus dans l'ordre, c'est quasiment ça qu'il faut faire. Okay. Donc l'usager qui a pris une formation, on va supposer qu'il s'appelle Jean Ducombe, donc on va saisir nom, prénom, adresse email, je vais mettre la mienne, peu importe. L'identifiant, au plus simple, vous prenez l'adresse mail comme identifiant. Pour le mot de passe, deux solutions, vous le saisissez, vous le confirmez, ou bien vous pouvez faire générer automatiquement un mot de passe sur 8 caractères alphanumériques. D'accord. Donc dès que vous cliquez sur le bouton générer, ça crée un mot de passe sur 8 caractères alphanumériques. Si vous faites ça, vous êtes quasiment obligé de laisser l'adresse mail pour qu'il reçoive ses codes d'adresse. Alors qu'est-ce que c'est membre d'un groupe? Alors, membre du groupe, pour l'instant, il n'y a pas de groupe. Vous avez une notion de groupe au sein d'une structure donnée. Un groupe, c'est un libellé. Le libellé, alors le groupe, dit autrement, ça peut être soit une formation, soit le nom de l'entreprise auquel appartient l'apprenant, soit un service, soit une fonction, un métier, j'en sais rien. C'est une notion supplémentaire
Un usager inscrit dans une structure peut appartenir à 0, 1 ou plusieurs groupes. D'accord. C'est vraiment quelque chose de facultatif. Ok. On a des clients, si vous voulez. Oui, ils ont des clients entreprises, donc ils veulent savoir Ils font des que formations entreprises, ils font des formations. cet utilisateur il fait partie de Leroy Merlin parce que le formateur il travaille avec Leroy Merlin. J'ai bien compris. Eh ben, ça peut être le nom de l'entreprise auquel appartient le stagiaire à inscrire. J'ai Comme bien ça, si avec Leroy Merlin, il travaille aujourd'hui avec Jean Dupont, puis demain avec d'autres personnes que ça a intéressé de dire bah oui, c'est bien, on va faire ça, ça permettra éventuellement d'avoir des statistiques par groupe. Je Donc de comprends. savoir que chez Leroy Merlin, ils ont cumulé 36 heures de suivi sur telle ou telle formation. Ok, mais c'est pas obligatoire. Telle ou telle personne. Mais c'est pas du tout obligatoire, c'est facultatif. Oui, oui, c'est complètement facultatif. Ça peut même être fait après coup. C'est-à-dire, je peux tout à fait créer l'usager. Alors, je vais simplement décocher ici. Ça, c'est pour mon poste. Vous l'avez pas. Licence comptabilisée. C'est pourquoi ça? De démonstration. On travaille, voilà, sur mon poste, j'ai cette option-là qui me permet de faire des présentations sans que ça décompte de licence chez vous. Ah d'accord. Durée de validité du compte. Donc là, vous pouvez renseigner date de début, date de fin ou une période. En mois, sur calcul la date de fin. Alors, la plupart du temps, ça correspond à ce qui est proposé sur EDOF en disant, bah, vous prenez une formation chez nous, vous avez 3, 4, 5, 6 mois d'accès sur cette formation. Nous, les formations, Alex a dû vous envoyer la grille. C'est 12 mois, c'est ça? Les formations, elles donnent en fait 12 mois d'accès. Mhm. Dans l'absolu, on pourrait faire, vous voyez, quelqu'un qui fait 3 mois, à partir d'aujourd'hui, bah, il pourrait faire 3 mois, plus 3 mois, plus 3 mois. Nous, ce sera facturé une seule fois. Je comprends. Pour le reste, alors on peut laisser le reste, plateforme affectée Online Compétences, c'est le nom de la plateforme côté apprenant. Nous, on est sur Online Manager en tant que gestionnaire. Les usagers vont avoir accès à Online Compétences, on va le voir juste après. Donc voilà les informations, civilité, nom, prénom. Est-ce que je peux déjà lui affecter une formation depuis la création de ce profil ou ça vient après? Alors, il y a deux solutions. Soit, si on crée l'usager maintenant, l'usager peut se connecter, il aura accès à rien. Ça veut dire qu'après, il faudra effectivement lui rattacher d'une manière ou d'une autre des formations, des évaluations. À l'usage, si vous dites, en fait, finalement, les clients, ils vont souvent avoir les mêmes besoins en termes d'affect. Effectivement, il y a une notion de profil qui peut être rendue disponible. On a vu les profils avec les gestionnaires. Les profils de gestion, c'est des gestions de droit. La notion de profil existe pour les ressources, formation, évaluation. Dit autrement, si vous dites, en fait, ils vont affecter chez Antoine Martin Formation régulièrement de l'anglais niveau 1 ou de l'anglais débutant, c'est les plus grosses demandes, plutôt que de faire en plusieurs étapes, je crée l'usager, je lui affecte le contenu, je crée l'usager, je lui affecte le contenu, et ainsi de suite, ça peut être intéressant de simplifier la démarche en disant, quand on va créer l'usager, si on peut lui rattacher directement un profil correspondant aux formations choisies, ce sera un gain de temps finalement pour le gestionnaire. Comme le profil n'existe pas, pour l'instant, je vais quand même me contenter de créer mon usager. Il a déjà été créé, on peut lister les usagers, les modifier, Jean Dupont, ok. Vous pouvez tester en cliquant sur la silhouette devant le nom de l'usager. Si vous cliquez dessus, ça ouvre sa plateforme. Donc si Jean Dupont venait à se connecter maintenant, voilà ce qu'il verrait. Bienvenue sur votre plateforme, votre référent, votre formateur ne vous a pas encore affecté de ressources. Effectivement, on n'a fait que créer l'usager. L'étape suivante consiste à affecter des évaluations ou des formations. Alors, dans certains cas, il n'y a pas forcément besoin d'affecter d'évaluation. On affecte des formations à des usagers. Si ça concerne un seul usager, on clique sur son nom. C'est bien Jean Dupont. On a le catalogue de formations. On peut décider d'affecter Jean Dupont. Il a fait de l'anglais au collège et puis c'est à peu près sa seule expérience. On va rester sur un niveau débutant. Mais ça, à la limite, c'est plus nous qui choisissons dans le cas échéant, parce que Jean Dupont, il est allé sur le CPF et il a acheté Reflex English débutant. Oui. Donc là, en fait, ce qu'il faut, c'est affecter à Jean Dupont. Effectivement, vous avez raison. Jean Dupont, il s'est dit, moi, j'ai fait de l'anglais au collège. Ouais, le niveau débutant, ça me va bien. Sur la plateforme CPF, je prends anglais débutant. Le client a l'information, tiens, Jean Dupont, il a pris anglais débutant, donc on va lui affecter ce qu'il a choisi sur la plateforme CPF. Ça marche. On affecte ici. On peut notifier l'usager, facultatif, dans ce cas-là, il reçoit un mail. Bonjour Jean Dupont, votre formateur vous a affecté les formations suivantes. English grand débutant, grammaire A1, vocabulaire A1. On n'est pas obligé de le faire. Les formations ont été affectées. Donc pour le grand débutant, il y a 3 formations, 50 modules de grand débutant, 20 modules de grammaire, 20 modules de vocabulaire. Si on revient sur la plateforme de Jean Dupont, si on actualise ici, il a bien maintenant accès à Reflex English débutant. Le premier module disponible s'affiche en haut, mais on peut cliquer sur la thématique Reflex English débutant. Grand débutant, grammaire 1 à 2, vocabulaire 1 à 2. On clique sur grand débutant et on a la liste des modules correspondant à cette formation. Donc, la finalité, c'est ça, on est OK sur le process. Le client choisit sur la plateforme CPF, l'apprenant, final. On reçoit, l'OF, l'organisme de formation, reçoit une information. Tiens, j'ai un apprenant qui s'est inscrit sur telle formation. Je dois donc inscrire l'usager et lui affecter cette formation. La notion de profil. Le profil de formation peut reprendre la formation de la plateforme CPF. Typiquement, pour l'anglais, ça peut être réflexe débutant. Ou niveau 1 ou niveau 2. On va faire les 3. Réflexe. Je me trompe. Reste à libeller. Le nom du profil n'est pas visible de l'apprenant. C'est vraiment pour vous. Réflexe niveau 2. Bon, pour l'instant, j'ai juste créé mes profils. C'est des coquilles vides, mes profils. Plutôt que d'affecter des formations aux usagers, je vais affecter des formations à un profil. Profil réflexe débutant. Là, c'est simple. Je vais affecter réflexe débutant. On affecte au profil. On paramètre le profil en faisant ça.
réflexe niveau 1, je vais affecter réflexe niveau 1. Pour l'anglais, oui, j'aurais pu appeler réflexe English, peu importe. C'est pour moi, ça me suffit. Même chose pour le niveau 2, et puis je pourrais faire un quatrième profil niveau business. Étape 1, on crée le profil, étape 2, on le paramètre. Ok. Si on veut revérifier ce qu'on a mis, on refait la manip. Je reviens sur le profil réflexe débutant. On a bien coché réflexe débutant, 50 sur 50. Ok, le profil est bien paramétré. Maintenant, quand on crée un nouvel usager, ou si on en modifie un, si les profils existent, on peut les rattacher directement. Je ne sais pas si les usagers prendront 2 formations sur un CPF, mais on peut rattacher 0, 1 ou plusieurs profils à un usager. Donc ce que j'ai fait avec Jean Dupont, je lui ai affecté individuellement et indépendamment d'un profil la formation de débutant. Si maintenant Jean Dupont il dit bah, finalement c'est bien débutant, je vais progresser, je vais prendre en plus le niveau 1, je peux lui rattacher la ressource au travers du profil. Et si je modifie Jean Dupont, voilà, quand on liste les usagers, on a une colonne profil de formation. Jean Dupont s'il se reconnecte. Il a maintenant le niveau débutant que je lui avais affecté individuellement et en plus le niveau 1 qui lui a été affecté au travers du profil. Voilà l'idée. Parfait. Ça vous va sur la démarche? Alors, j'ai une petite question sur le tutorat. C'est ce qu'on fait habituellement. Le client Antoine Martin Formation, qui prend directement la formation chez Online, dit comment marche la plateforme. Voilà ce que je lui montre comme explication. Bien sûr. Mais lui il n'a qu'un niveau. À votre niveau, à vous, vous avez encore cette possibilité-là de, éventuellement, c'est pas une obligation, si vous le souhaitez, de créer les différents profils de formation au niveau du compte. Non, je pense qu'on va faire comme on vient de vous dire, c'est-à-dire chaque formateur qui aurait accès, qui viendrait chez nous, en fait, on le traiterait comme étant une structure. C'est beaucoup plus clair, beaucoup plus simple, parce que du coup, alors j'aimerais peut-être parler un tout petit peu du tutorat et de la façon dont ça fonctionne. Donc il y a une option tutorat en termes tarifaires. Donc si on prend l'option tutorat, déjà comment ça se passe, comment est-ce qu'on l'inscrit? C'est-à-dire Jean Dupont, on va dire qu'il a pris l'option tutorat avec son réflexe English. Comment est-ce qu'on l'inscrit? Je vais juste le reparamétrer. A priori, ça n'a pas été paramétré chez vous. Donc vous allez voir, c'est assez simple. Je vais juste... Voilà, j'ai un double écran, je le fais à mon niveau, comme ça je vous montre juste après. Ouais, c'est bon. Donc, voilà, hop, c'est fait. Il n'y a pas de s'embêter. On est dans la structure Antoine Martin. Finalement, Jean Dupont, il veut prendre le tutorat sur l'anglais. Donc voilà, il y a une... Ah d'accord, maintenant il y a quelque chose qui arrive. Donc tutorat online, ça veut dire que si c'est pas coché, l'apprenant ne peut pas contacter les tuteurs de chez Online Format Pro. Donc quand vous affectez une formation, si vous prenez l'option tutorat pour cet usager, pensez simplement à cocher, le tutorat il vaut pour le niveau débutant, donc que ce soit la formation 1, 2 ou 3, ça reste une licence tutorat, mais il faut bien cocher pour les 3 formations. Si on fait ça, donc je réaffecte en fait, au moins on verra que le niveau débutant est tutoré et pas le niveau 1. Bon, pourquoi pas, c'est possible, mais dans la pratique, soit on affecte le tutorat, soit on l'affecte pas. Si on revient sur le niveau débutant, mon compte je vais le supprimer après, il n'y aura pas de licence comptabilisée. Je clique sur le premier module. Voilà l'interface de module d'anglais. Donc ok, je ne sais pas ce qui se passe, donc je peux cliquer, j'ai la traduction, ok. Si le tutorat est activé, l'apprenant, il a dans son module 2 icônes en bas. Une icône de dialogue, chat, une icône mail, une icône enveloppe pour le mail. Donc si on clique sur le... je ne sais pas s'il me le fait en démo, si je comptabilise pas la licence. Il faudrait peut-être pas que je le teste. Bon, c'est pas grave. Si le tutorat n'est pas activé, l'apprenant n'a pas ces icônes qui apparaissent. D'accord. Si le tutorat est activé, les icônes apparaissent. En cliquant sur chat, bon, ça m'énerve. J'aime pas quand ça m'énerve. Je vais aller sur la plateforme de démo. Ça marche pour quels que soient les modules finalement. Formation. Je pense que c'est activé en bureautique. Que ce soit de l'anglais ou la bureautique, peu importe. Prise en main. Donc en anglais, il est en bas à gauche. Sur la bureautique, il est en haut à gauche. Voilà, chat ou mail. On clique sur... Voilà, là ça marche, pas de souci. Si l'apprenant clique sur chat, décidément... Passer. Donc ça va charger une fenêtre. Connexion en cours. Un tuteur sera bientôt disponible. Donc ça marche. Le tutorat, il est ouvert du lundi au vendredi, 8h30, 17h. D'accord. Si l'apprenant appelle dans le chat en dehors de ce créneau horaire, en fait, ça peut basculer automatiquement en message. D'accord. Et on a parlé aussi de visio. Alors la visio, c'est seulement si dans le cadre du chat, à ce moment-là, on sent que c'est nécessaire? Ouais, en fait, si vous voulez, le tutorat, il est à l'initiative de l'apprenant. D'accord. Bon, mais il peut pas de base demander une visio. Il va demander de... Ouais, en fait, c'est lui qui dira, soit par visio, soit dans certains cas, si on peut l'appeler. C'est toujours pareil, ça dépend du public. Il y en a qui sont pas à l'aise. C'est très compliqué pour eux d'écrire, d'expliciter un problème. Est-ce que vous pouvez me rappeler?
on peut vous rappeler, merci de nous laisser votre numéro de téléphone et on convient d'un rendez-vous horaire si le tuteur n'est pas disponible à l'instant T. Ça peut être par mail également. Dans certains cas, les apprenants pensent qu'on a toutes leurs coordonnées, ce qui n'est pas le cas du tout. Nous, on a le nom, prénom, l'adresse mail quand elle est renseignée sur la plateforme, mais on n'aura pas le numéro de téléphone de base de l'apprenant. C'est simplement un échange supplémentaire, on lui demande de nous préciser un numéro d'appel, et dans ce cas-là, on convient d'un rendez-vous. Il y a des personnes, je ne sais pas, j'ai pas d'exemple précis en tête, mais sur les langues, qui comprennent pas pourquoi dans la grammaire, pourquoi on dit comme ci, on dit comme ça. C'est plus facile pour elles de s'exprimer par téléphone que de saisir en chat ou par mail leurs difficultés. Donc selon la ressource, si c'est des langues, c'est de la bureautique, si c'est de la remise à niveau français maths, on redirige vers tel ou tel tuteur qui est plus spécialisé dans cette formation-là. D'accord. Et puis au besoin, ce qui peut arriver aussi dans certains cas, alors on peut avoir des apprenants, ça c'est plutôt en bureautique, qui nous disent oui, mais alors moi j'ai un Mac, la formation, on voit des raccourcis clavier et PC. Oui, vous avez peut-être pas mal lu la description, c'est compatible, il n'y a pas de souci. Donc, mais les personnes ont acheté un ordinateur mais ne savent pas utiliser l'ordinateur. Donc on leur explique que il y a des équivalences qui existent entre les Mac et les PC. Donc on a des fiches toutes faites où on renvoie vers des sites internet qui expliquent la correspondance. Et une fois qu'ils ont l'info, ils peuvent progresser dans leur formation. Voilà. Ok. Le tutorat, vous l'aurez peut-être pas si vous voulez pour les formations tutorielles vidéo. Ce ne sont que des vidéos, donc il n'y a pas de tutorat sur une vidéo si vous voulez. J'en ai ou pas? Moi, j'en ai pas. Non, mais j'ai bien compris. Est-ce qu'il peut y avoir, par ailleurs, une mise en contact avec du tutorat externe? Alors, quand je parle de tutorat, c'est, je pense qu'il y a certains formateurs qui vont vouloir faire avec leur apprenant ce que nous sommes en train de faire en version light, c'est-à-dire une prise en main de la plateforme avec leur apprenant pour être sûr que il a bien compris comment ça fonctionnait. Donc, est-ce que ça peut être intégré aussi à la plateforme ou ça doit être par ailleurs on le gère en externe? Non, c'est plutôt en externe. Ok, pas de problème. Je précise simplement sur le tutorat. Le tutorat Online Format Pro, c'est vraiment un accompagnement d'une personne, un apprenant, avec un tuteur Online Format Pro sur sa formation. Je comprends bien. Sur les contenus de formation. J'ai bien compris. Voilà, un exemple tout bête. Le Jean Dupont qui travaille chez Leroy Merlin, qui fait sa formation Excel, qui nous dit j'ai suivi toute la formation, génial, j'ai appris plein de trucs, mais mon boss il me demande de faire des tableaux croisés dynamiques à sortir fin de mois pour faire telle ou telle notion. On n'est pas là pour lui faire ces tableaux croisés dynamiques. On va lui dire le rôle du tuteur se limite entre guillemets au contenu de formation. Pour aller plus loin, ça peut être une prestation, ça va dépendre de la demande, c'est toujours pareil. À titre exceptionnel, des fois, on va lui indiquer, puis on va dire, attendez, un tuteur Excel va vous aiguiller en vous donnant une piste de travail, mais on n'est pas là pour faire voilà. Alors, deux éléments avant qu'on vous laisse, parce que ça a été très complet. Le premier, c'est de notre côté, ou même du côté du formateur, est-ce qu'il y a des moyens d'importer ou d'exporter toutes les données que vous nous avez, que vous nous avez montrées, mais en bloc? C'est-à-dire, alors j'ai vu qu'il y avait moyen d'importer des usagers en bloc par un fichier CSV, donc ça peut être intéressant. Bon, il y a un exemple, j'imagine, il y a une aide, on se débrouillera avec ça. Je vous le montre à l'écran. Vous importez le CSV, exemple CSV, vous cliquez dessus, le fichier s'ouvre, retirez les lignes d'exemple, évidemment. Ouais. Gardez la première ligne, civilité, nom, prénom, login, password, email. Alors vous avez également, Donc ça c'est uniquement si on en a 20 à rentrer d'un coup, plutôt que de les créer un à un. C'est ça. Et vous avez un fichier d'aide ici qui vous explicite comment remplir le fichier. Ouais. Si vous avez créé des profils, j'en reviens aux profils. Vous avez des profils de formation, on peut mettre jusqu'à 3 profils ici. Même chose pour les profils d'évaluation. Donc ça peut être intéressant si effectivement vous avez besoin de travail en masse d'un apport d'usagers. Et si vous avez fait des profils, vous voyez, si vous avez réflexe débutant, vous avez 15 personnes chez Leroy Merlin qui a pris l'anglais réflexe débutant, c'est assez facile de les créer au travers du fichier d'import. Si vous reprenez le nom du fichier à l'identique, ça va marcher très rapidement. Je fais très vite. Si vous faites ça, si les logins passwords sont pas renseignés, ils sont générés automatiquement. Pensez à mettre l'adresse mail quand même, ça c'est intéressant. Date de début, c'est la date du jour si elle n'est pas renseignée. Pensez à mettre une date de fin, ça aussi c'est important. Et si vous mettez un profil de formation qui est déjà existant sur la plateforme, à la lecture de la ligne Jean Dupont usager 1, il y a un profil, hop, le profil existe dessus, on l'attache au profil et l'usager hérite des formations du profil. Donc ça peut aller assez vite si vous travaillez en masse via cet import, sous réserve d'avoir créé différents profils de formation. C'est bon pour ça? Ok. Excusez-moi, là j'ai juste un livreur qui arrive, je lui juste indique que... Voilà, donc c'est bon, il est ouvert. Vous avez des questions ou des remarques, non, peut-être? C'est parfait, merci, parfait, très bien. Donc les différentes étapes, si je reprends ce qu'on a vu ensemble, étape 1, au besoin, mettez quand même vos coordonnées à vous, ce sera pris peut-être par défaut. S'il y a besoin, s'il n'y a pas besoin, vous en mettez pas. Éventuellement, identifier un profil de gestion pour vos clients, j'entends pour vos clients.
ce profil-là, vous le déploierez une fois que vous aurez créé la structure du client. D'accord. Quand vous créez une structure, il y a beaucoup de choses à déployer si vous voulez. Le profil pour le client, si besoin était, les ressources, formation, gérer le catalogue, déployer les formations dans la structure, évaluation, gérer le catalogue, déployer les évaluations dans la structure. Ça permet de mettre à disposition de la structure du client les ressources qu'il aura besoin de rattacher à ses futurs usagers. Et puis le client, quand il va créer un usager, quand il va lui affecter des formations, au besoin, il a les options tutorat online pour activer ou non le tutorat, l'appel à un tuteur de chez Online Format. Allô? Allô? Oui, je vous entendais plus. Ah d'accord. Pour les évaluations, le principe est le même. Si je voudrais quand même finir là-dessus, sur la bureautique. Donc en bureautique, vous avez différents packs. Excel, Outlook, PowerPoint, Word, ou bien pack initiation, pack perfectionnant, pack expert. Donc c'est assez simple d'affecter des formations, hein, si on prend les différents packs, qui ont été détaillés normalement dans le catalogue que vous avez reçu. Voilà, je vais prendre que les packs. Embêter, déployer. Antoine Martin, déployer. On peut faire la même chose avec les évaluations. Et bon, je prends pas tout, vous avez plus les trucs. Quand on affecte, dans certains cas, alors vous pouvez affecter des évaluations à des usagers, évidemment. Les évaluations peuvent être affectées en pré, en post ou les deux. Test de positionnement, évaluation finale, c'est la même évaluation. L'ordre des questions est un tirage aléatoire, mais ce sont les mêmes évaluations. Vous pouvez, il y a un petit raccourci pour certaines ressources, c'est le cas en bureautique, donc c'est pour ça que je voulais vous le montrer. Quand on affecte des formations bureautiques à un usager, vous avez le raccourci d'affectation des évaluations ici. Donc si vous devez affecter le pack 1, vous pouvez directement affecter les formations, ça pourra cocher les évaluations, charge au client de voir s'il prend le tutorat ou pas. Pour l'anglais, ce n'est pas le cas, hein, vous n'avez pas les évaluations associées directement. Dans ce cas-là, il faut bien aller affecter des évaluations à des usagers, réflexe, et là, pré, post ou les deux. S'il y a un doute, hein, on refait l'affectation d'évaluation, c'est pas un problème. Mais il y a un petit raccourci d'affectation également. Quand on affecte des formations, le cas échéant, on retrouve certaines évaluations directement attachées au programme de formation. Nous, dans notre cas, finalement, alors deux questions. Nous, si quelqu'un a acheté la formation Reflex English, il y a peu de chances qu'on lui fasse passer le test de pré. Ben, oui, vous avez raison. À partir du moment où il a déjà acheté sa ressource. Est-ce que par contre, est-ce que nous, vis-à-vis de Online Format Pro, est-ce qu'on peut utiliser cet outil comme étant un outil d'aide à la vente? C'est-à-dire qu'on pourrait faire passer un test pour vendre la licence. Et c'est-à-dire, est-ce que nous, à partir du moment où on donne accès au test de pré, à la pré-évaluation, est-ce qu'on vous paye une licence ou pas? Alors, normalement, non. Il faudra demander confirmation à Alex. À l'exception, parce que la plupart du temps, les tests sont prévus pour être faits avant la formation, donc je comprends la demande. Il y a une exception, c'est les évaluations qui sont dans le projet professionnel. D'accord. Parce que ce ne sont que des évaluations. Il n'y a pas le côté formation pour ces ressources-là. Ok. Non mais là parlons plutôt de ce qu'on était en train de dire, donc c'est-à-dire là une évaluation d'anglais ou alors sur Word, quelqu'un qui nous dit bah oui, bon finalement moi je suis assez fort sur Word, et on lui dit bah si vous voulez, vous pouvez gratuitement passer un test pour savoir si la formation peut vous être utile ou non. Et à ce moment-là, ça peut être un argument pour quelqu'un qui pense avoir le niveau alors que non. Je vais demander confirmation à Alex. Ok, je veux bien. Alors ça c'est le premier point. Le deuxième point, j'ai deux questions. La première c'est vis-à-vis de la visio. Je vois qu'il y a un petit truc visio en bas, mais je crois qu'il fallait, c'était une option qui était payante en plus. Alors j'ai pas très bien compris. Il y a deux solutions. Soit vous avez, je vais revenir dans une structure, soit le cas d'un organisme client classique, soit un formateur peut alimenter via le suivi FOAD ici dans le menu tutorat créer suivi stagiaire. On peut faire une visio avec l'utilisateur sous réserve qu'il soit connecté à sa plateforme. Démarrer une visioconférence. D'accord. Jean Dupont est connecté. Si je reviens par exemple sur sa page d'accueil, voilà, je vais mettre à droite. Voilà, donc à droite on a la plateforme de Jean Dupont, à gauche on a la plateforme du formateur. Si on fait démarrer une visioconférence en haut, ça va ouvrir, c'est le même outil qu'on utilise, hein, sauf que là on va être dans le cas d'une visio one-to-one. Alors c'est parfait ça. Donc ça va permettre, oui, bah c'est un peu compliqué ce que vous lui demandez peut-être à l'ordinateur là, de faire une visio dans la visio. Non, il y a eu des soucis hier sur le réseau. Alors c'est pas propre à l'outil, je pense que c'est propre au réseau qu'on utilise. C'est pas grave, il va charger. L'apprenant, lui, il va avoir, s'il est connecté à sa plateforme, une petite pop-up qui va l'inviter. Votre formateur souhaite vous inviter à un échange en webconférence, accepter ou refuser. Bon, habituellement c'est même plus rapide. S'il accepte, en fait, chacun des deux interlocuteurs, c'est l'écran que vous avez vu à la connexion à la visio, on se connecte. L'organisateur, c'est le formateur. Il a, chacun des participants a le choix de paramétrer son audio, casque ou micro, et puis il converse, et il n'y aura pas d'autres utilisateurs dans cette visio. Je comprends. Ok.
L'option, bon tant pis, il veut pas. Oui, non, mais je comprends bien l'outil. On voit la pop-up à droite. L'autre visio qui est proposée, c'est le menu visio, effectivement. Je vais revenir directement ici. Si on clique dessus, gérer les webconférences, là, on va vous préciser. Alors, si le réseau a un peu de mal, on est sur la même plateforme, c'est pas grave, on va imaginer. Si l'option n'est pas prise ici, c'est cette option-là qui permet les visios avec plusieurs participants. Vous aurez une alerte, vous disposez de la version d'évaluation d'Online Visio. Vous êtes limité à 5 minutes pour chacune des webconférences créées. Donc c'est là, en fait, l'option payante, elle est sur les visios one-to-many. Je comprends. Donc voilà. Et ça, par contre, c'est chaque structure qui doit la payer. Comment ? Allez-y. C'est chaque structure qui doit la payer ou c'est nous ? C'est le compte ? Alors, idéalement, c'est plutôt. Voilà, il arrive, c'est un peu tard, mais c'est. Voilà. Je sais pas. En principe, si on le fait, c'est plutôt chaque client qui paye. Est-ce que vous prenez pour eux ? Je vais demander à Alex aussi. C'est un cas un peu particulier, hein, Freedom Portage. Donc, on a peut-être pas encore fait ça. Parce que ce qui serait bien pour nous, parce que sinon, on va. Vers vous avec ça. Oui. Le plus logique, ce serait que ce soit que nous qui payons. Parce que on a aussi l'option d'aller créer chaque formateur sur un seul compte, une seule structure. Donc nous ça nous arrange, on trouverait ça plus logique de créer plusieurs structures. Maintenant, si cette option visio fait que on doit avoir une seule structure, c'est dommage. Moi, je pense que cette visio, elle va être utilisée, elle va être intéressante. Après, je pense que la visio apprenant par apprenant, c'est aussi une option qui est très intéressante. Je pense que elle sera potentiellement même suffisante, on va dire, puisque on veut que l'apprenant ait le sentiment d'avoir été pris en main et qu'on lui a bien expliqué comment le fonctionnement. Il faudra bien expliquer qu'elle va marcher la visio one-to-one si l'apprenant est connecté, puisqu'il reçoit une petite pop-up d'invitation. Qu'on vient de voir là. Voilà. Après, ça peut avoir à l'usage. Hein. Si par la suite, il y a des demandes qui émergent en disant oui, mais c'est que de la one-to-one, est-ce qu'on pourrait faire une classe virtuelle avec 1 participant ? Le moment venu, on pourra toujours mettre l'option après coup. C'est pas, on la met quand on veut, c'est pas un problème à la limite. J'ai un dernier point. Alors, on va faire les choses par étapes et on va essayer déjà de faire fonctionner ce qui existe déjà. Mais bon, cette plateforme nous intéresse aussi pour essayer d'aller intégrer des formations existantes de certains de nos formateurs. Je voulais savoir un petit peu comment ça se passe pour aller intégrer une formation externe. C'est un process que vous estimez à combien de temps, on va dire, quel est l'investissement de temps et d'énergie et de connaissances informatiques que ça peut avoir d'aller intégrer une formation déjà existante à votre outil. Et par ailleurs, est-ce que vous avez déjà dans le passé eu des situations d'habilitation CPF de certaines formations ? Voilà, c'est les 3 points sur les nouvelles formations qui nous intéressent. Alors, pour les contenus des clients, alors il y a 2 solutions. Soit c'est des contenus entre guillemets tout faits. Nous, on a un catalogue de contenus étagères. On ne brasse pas tous les domaines de formation, donc il y a d'autres prestataires sur le marché qui proposent des ressources. Dans ce cas-là, il y a la possibilité d'importer les formations au format SCORM. Je ne sais pas si SCORM ça vous parle ou pas du tout. Pas moi, mais le formateur certainement. C'est une norme en e-learning. En fait, une formation SCORM, grosso modo, le client il a un fichier zip qu'on va déposer sur une thématique de formation. On va choisir le fichier zip et puis ça va extraire le contenu sur la plateforme. L'avantage d'une formation SCORM, c'est que vous avez une traçabilité de la ressource sur la plateforme par l'usager. Donc ça, c'est très bien. L'autre solution, c'est, si vous n'avez pas de module SCORM ou si vous ne savez pas ce que c'est, c'est la notion de parcours sur la plateforme, où on peut consolider des parcours de formation. Je vais prendre un exemple ici. On va créer un parcours dans une thématique du catalogue. Au besoin, on crée une nouvelle thématique, c'est pas un souci. Démonstration parcours. On met un visuel, on va choisir dans une banque d'images le visuel, et ensuite, on va alimenter le parcours. Voilà, le parcours est créé, c'est une coquille vide pour l'instant. On va alimenter le parcours en allant mettre des éléments parmi ce qui est proposé à gauche. Donc au besoin, alors on peut recomposer un parcours à partir de modules de formation ou d'évaluation du catalogue existant, c'est une possibilité. Sinon, ce que peuvent faire les clients, c'est mettre des vidéos physiques, on dépose la vidéo sur la plateforme pour le parcours, des vidéos en ligne. À partir du moment où on a le lien de la vidéo en ligne, l'URL d'accès à la vidéo, on peut référencer des vidéos qui seront lues à distance directement. Ensuite, on peut mettre des documents, Word, PDF, PowerPoint, images, fichiers zip, d'autres fichiers, qui seront téléchargeables par l'apprenant, ou bien utiliser simplement la fonction de diaporama qu'on va convertir au format HTML5, donc au format web. On prend le diaporama, il va être converti par la plateforme dans un format web non téléchargeable, mais consultable par l'apprenant. Parfait. Donc c'est d'autres ressources en ligne, créer des quiz au besoin à la volée, des documents sonores, et alors si on a l'option, on pourra également au besoin intégrer des classes virtuelles dans un parcours. Mais sinon, on peut le faire de manière indépendante. Voilà. Un exemple de contenu, alors moi j'accompagne un client pour le coup pour faire ça, il a pris des ressources sous forme de tutoriels vidéo,
que nous, on n'avait pas dans notre catalogue. On en cherche, alors on va en avoir d'ici quelques semaines, je pense, chez Axe Capital. Je les ai aidés à créer leur parcours. Donc, ils ont fait voilà, sur Canva, Photoshop, WordPress. C'est peut-être des contenus qu'on va prendre également pour nous. Le parcours Canva. Alors, dans Canva, il y a 11 parcours. Bon, on a dit, ouais, mais pour l'apprenant, c'est un peu lourd d'avoir 11 parcours. On va faire un 12e parcours qui va intégrer les 11 suivants. Donc, en fait, on a fait un parcours de parcours. Donc, le parcours global contient les 11 parcours précédents. Visuellement, pour l'apprenant, il a son parcours global. Il y a 11 éléments dedans. Quand on clique sur le premier parcours, il a accès, voilà, il y a des tutos vidéo. Le parcours 2, pareil, plus dans certains cas, des fichiers ressources à télécharger. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui permet aux clients d'avoir des ressources supplémentaires à proposer. Sur des formations type logiciel de retouche d'image, il peut y avoir un CPF parce qu'il y a une certification Photoshop ou Illustrator par exemple disponible à cet effet. Donc ça s'est fait au travers de parcours. Voilà, si on regarde le parcours celui-là, peu importe. Là, c'est principalement des vidéos qui ont été mises à disposition, plus un fichier zip contenant des ressources à télécharger. Parfait, ça c'est très intéressant. Donc ça, on est d'accord que la plateforme, on peut très bien intégrer des formations qui ne sont pas éligibles au CPF, qui sont uniquement oui, bien sûr. en OPCO. Oui, ça c'est pas un souci, c'est-à-dire que même dans le catalogue auquel vous avez accès aujourd'hui, toutes les formations ne sont pas liées à des certifications CPF. Si vous prenez le Covid-19, il n'y a pas de certification Covid-19. Vous voyez, pourtant, vous avez une formation qui vous aide à comment travailler en sécurité avec l'actualité sanitaire du moment. Effectivement. Si vous prenez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Si vous prenez la TRE, technique de recherche d'emploi, il n'y a pas de certification. On ne vous dira pas, vous avez le code CPF, TRE. Non. Ce qui peut être fait, en revanche, certains font ça, c'est de dire, on va intégrer dans une formation des formations non certifiantes. Par exemple, sur une formation base informatique, on va mettre un petit peu de Word, par exemple, on va faire passer la certification TOSA. Comme ça, vous avez une certification à l'issue de la formation, mais le programme de formation n'est pas que la préparation à la certification. Ça, c'est parfait. Et donc, par ailleurs... oui, Karine, la réponse est oui. Du moment que la formation prépare la certification, c'est éligible. Alors, ce qui est vrai, c'est que là-dessus, on a été très refroidi par EDOF. On a notamment une formation secrétariat comptabilité que nous n'avions pas intégrée au catalogue dans un premier temps, à notre catalogue EDOF, que j'ai voulu faire passer. Pour le faire passer, moi j'utilise un fichier XML. Il y a donc du coup une nécessité de rentrer un code certif info par le fichier XML. Je pense que même eux, ils ont confié ça à un informaticien qui a pas trop. Enfin, c'est assez compliqué, je trouve. C'est un peu une usine à gaz. Mais bon, en tout cas, s'il n'y a pas de code certif info, on ne peut pas l'uploader à la formation. Et donc j'ai appelé en leur demandant comment je fais vis-à-vis de ma formation. Et là, EDOF, la conseillère, elle a commencé à m'interroger comme si j'avais commis un crime, parce que justement ma formation, elle n'était pas certifiante. Et elle me dit mais c'est la base du CPF, c'est que ça doit être certifiant, machin. Et donc oui, au début, oui, effectivement. Après, oui, elle a raison dans son sens, mais ça peut être présenté différemment. Nous, on a des clients qui référencent sur le CPF. Je prends l'exemple de la bureautique, c'est ce que je suis le plus souvent. Où en fait, ils disent, vous prenez la formation, vous avez la certification TOSA qui va derrière. Vous avez 80% des candidats qui passent pas leur certif. Voilà. Pour autant, la prise en charge fonctionne. Parce qu'ils ont, je sais pas, moi j'ai demandé, je lui ai dit au client, mais il n'y a aucun candidat qui passe la certif. Oui, ils font dû enchaîner sur autre chose. Ce que je ne sais pas, moi, c'est, mais a priori ça n'a pas posé de souci jusque-là, c'est est-ce que le fait d'être inscrit à la certification permet le financement ou est-ce qu'il faut avoir les résultats de la certification? Je ne sais pas, je n'ai pas. Je pense que typiquement il y a pas mal d'abus, c'est assez nouveau. C'est pas impossible qu'à un moment donné, ils tapent un peu sur les doigts de certains organismes. On n'aimerait pas faire partie de cela parce que nous, c'est pas notre métier. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si on se fait retirer notre catalogue de head-off à cause d'un des formateurs, c'est tous les formateurs qui vont en pâtir et parce que c'est tout notre catalogue qui va être retiré. Donc, avant de retirer le catalogue, ils m'ont quand même dit qu'il y avait des avertissements, qu'il y avait ils le font pas d'un coup, bon. Mais on veut éviter de prendre des risques. Et donc typiquement vis-à-vis de cette formation secrétariat comptabilité spécifiquement, et la deuxième qui est métier de la santé, on aimerait bien, oui, avoir vos retours là-dessus parce que on est
Nous, sur secrétaire comptabilité, en fait, c'est des formations qui préparent une entrée en formation, laquelle préparerait un titre pro. C'est pas une formation qui peut se suffire à elle-même. Vous avez un titre pro qui existe, assistant secrétaire assistant, peu importe, parce que vous avez 11 modules de formation. C'est pas en suivant 11 modules que vous serez assistant secrétaire. C'est pas possible. Vous avez des bases, c'est une préparation à une entrée en formation préparant un titre pro. Donc derrière, il n'y a pas le CPF, il est lié à la formation préparant le titre pro. Et c'est pour ça que je pense que dans le fichier Excel que Alex vous a transmis, vous avez le code CPF correspondant, mais c'est bien pour la formation préparant le titre pro. C'est pas cette formation e-learning à proprement parler. Donc si derrière vous avez le titre Donc en fait, pro, il vaudrait mieux éviter de la proposer sur notre plateforme CPF. ouais, dit comme ça, je vous dis oui. Nous, par exemple, Online Format Pro, on est éditeur de solutions digitales, mais on est également organisme de formation présentiel, plus classique, et on a le titre pro assistant secrétaire. Nous, on peut le proposer pour le coup, c'est pas un souci, mais ça se fait en présentiel, ça se fait sur une formation qui dure 4 ou 6 mois, je sais plus. Il y a des cours de secrétariat, de bureautique, peut-être un peu de langue, de juridique, etc. Ok, donc c'est tranché, on l'ajoutera pas. Ok. Ok. À part si vous nous revenez vers nous, on est très intéressé pour la voir, pour l'intégrer, mais par rapport à ce que vous nous dites, j'ai le sentiment que c'est plutôt votre formation en présentiel qui doit être financée par le CPF et pas cette formation C'est là. ça. Donc, Okay. sauf si effectivement vous arrivez à proposer les deux quasiment enchaînés, mais elle est plutôt pas trop référencée sur EDOF, celle-ci effectivement. Ou en tout cas, j'ai pas, moi, à mon niveau, j'ai peut-être pas la connaissance de savoir s'il y a des clients qui Bah, la écoutez, proposent. si vous entendez le moindre retour à ce sujet, on est très intéressé.